Donc, le privé fait de la communication, et la communication, certes, ça marche pour recruter des élèves, surtout des élèves issus de milieux favorisés, et oui, le privé choisit son public, alors que le public doit faire avec ce qu'il a. Mais le privé, le fait de faire de la communication, ça contribue aussi à la cohésion de l'équipe. Voilà, tout le monde se sent impliqué dans cette nécessité de faire de la communication et de faire connaître son établissement, de recruter pour l'établissement. Et ça joue un rôle dans la cohésion de l'équipe. Et on constate que l'établissement privé s'approprie souvent les nouveaux dispositifs. Il y a une culture de l'innovation dans le privé. Alors attention, pas dans tous les établissements. Il y a beaucoup d'établissements privés qui vont mettre en avant leur sens des traditions, le fait qu'ils sont très conservateurs et que chez eux, on n'innove pas. Mais il y a des établissements privés où on va mettre en avant cette culture de l'innovation et on le fait davantage que dans le public. On va créer des classes bilingues, on va créer des sections européennes, on va créer une option futsal, des options sportives originales. On va mettre en place des options rares. Alors, ça a un avantage, ça permet d'attirer un public favorisé. Il ne faut pas se leurrer, le privé guette aussi ce genre de public. Mais en même temps, vous avez des établissements privés qui développent une vraie politique d'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. On les appelle parfois les EBEP, je trouve que c'est pas très heureux, élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais des élèves comme les 10, par exemple, dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, vous avez pas mal d'établissements privés qui ont été volontaires pour ouvrir des classes spéciales d'accueil pour les élèves 10 avec des enseignants formés. Alors, est-ce qu'ils le font bien derrière? Je n'en sais rien. Est-ce que tous les établissements privés le font? Non, bien sûr. Mais on sent dans le privé une dynamique plus forte autour de ce genre d'initiative. En tout cas, il y a toute une communication dans le privé sur le souci de mieux encadrer les élèves. Et d'ailleurs, quand on demande aux parents pourquoi ils mettent leurs enfants dans le privé, très souvent, ils disent « Ah bah, il sera mieux encadré ». Bon. Et pas seulement à cause de l'autorité. Il sera mieux suivi, on le prendra en compte tel qu'il est, on l'écoute davantage. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, on y croit. Et le seul fait d'y croire, moi, je pense que ça peut avoir un rôle performatif. C'est-à-dire que le fait d'y croire, ça conduit à adopter une conduite conforme à ce que l'on croit. Et les enseignants eux-mêmes, les enseignants du privé, je pense, y croient aussi. En tout cas, la prise en charge globale de l'élève, c'est une dimension du métier enseignant. Ça fait partie de la nouvelle norme du métier enseignant. Mais c'est mieux admis dans le privé que dans le public. Dans le public aussi, c'est admis. Il y a beaucoup de gens qui l'admettent et qui le font même mieux que dans le privé. Mais si on prend statistiquement, voilà, à l'échelle de l'ensemble des établissements, eh bien, c'est mieux admis dans le privé que dans le public. Et ça peut expliquer que le privé réussisse peut-être à faire mieux face aux défis d'aujourd'hui que le public. En tout cas, il y a un dynamisme réel. Alors, le cas extrême, c'est là pour la communication, c'est très fort. Vous voyez là, l'Est républicain qui publie une publicité des écoles Espérance Banlieue. Espérance Banlieue, ce sont des écoles hors contrat, mais qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent que 80 € par mois, et qui accueillent des enfants de banlieue issus de l'immigration. La première école Espérance Banlieue a été ouverte à Montfermeil, donc en Seine-Saint-Denis, dans une banlieue en difficulté. Et dans ces écoles, eh bien, les élèves ont des uniformes, ils lèvent le drapeau tous les matins, ils chantent la Marseillaise, on sépare les garçons et les filles dans certaines circonstances, vous voyez, leurs uniformes n'ont pas les mêmes couleurs. Ça plaît beaucoup, ça fait de la communication. Mais, alors les résultats sont-ils meilleurs? Je n'en sais rien, et on ne dispose pas d'études pour ça, c'est trop récent. Mais cette vague d'écoles qui ont bénéficié d'une couverture presse extraordinaire, de reportages élogieux dans de nombreuses chaînes de télévision, si ces écoles réussissent, je ne sais pas si elles réussissent, mais si elles réussissent, je ne suis pas sûr que ça soit dû à ce qu'ils mettent en avant dans leur communication, c'est-à-dire le salut au drapeau, le vouvoiement systématique, on vouvoie les élèves de CP dans ces écoles. Bon, le décorum conservateur, délibérément conservateur qui est mis en avant, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui joue vraiment un rôle. À mon avis, ce qui joue plus un rôle, c'est le fait que dans ces écoles, eh bien, l'équipe enseignante a une très forte cohésion.
Dans ces écoles, on encourage les élèves à faire de l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on reçoit les élèves un à un et on leur demande comment ils pensent qu'ils ont travaillé. Alors ça se fait aussi beaucoup dans le public. Sauf que là, c'est systématisé. On apprend les mathématiques par le jeu, par ce qu'on appelle la méthode de Singapour, qui sert à l'enseignement des mathématiques de Singapour. Singapour qui a les meilleurs résultats en mathématiques dans les évaluations internationales. Bon. Donc, cette dynamique qu'il y a dans les écoles Espérance banlieue, elle est peut-être liée au conservatisme affiché, elle est peut-être aussi liée au fait qu'ils empruntent beaucoup d'idées à l'éducation nouvelle. Et là, je renvoie à l'éducation nouvelle qui peut très bien s'accommoder d'un milieu conservateur ou d'un milieu progressiste. Là n'est pas le problème. Mais ça contribue à ce succès. Et ce que ça montre justement, ce succès du privé en général, et peut-être d'Espérance banlieue, parce que c'est ce qui est le plus mis en avant ces dernières années, ce que ça met en évidence, c'est que la mobilisation des acteurs, ça peut être payant. Ça peut marcher. La mobilisation des acteurs peut marcher, mais le problème, c'est que la rigidité du cadre de l'enseignement public, la difficulté de mise en œuvre des réformes, tout ça, ça contribue au découragement. Et ça favorise le repli sur une identité restrictive, une identité sur l'ancienne norme, un repli sur l'ancienne norme qui, au bout du compte, contribue au blocage. Et en fait, si on veut mobiliser les acteurs, puisque ça peut marcher, eh bien, il faut autre chose que simplement des injonctions réglementaires. Il faut un projet politique qui donne du sens aux transformations qu'on préconise. On dit qu'il faut changer les choses, on préconise des transformations, donc des injonctions réglementaires. Eh bien, il faut un projet politique qui leur donne du sens pour que les gens se mobilisent. Et ça nous amène à notre conclusion, la question justement des politiques. Il faut un projet politique, alors que font les politiques ? D'abord, voyons les propositions des grands partis politiques. Alors, là-dessus, on constate déjà que la question éducative est très rarement présente dans les débats politiques. Si on regarde par le passé, c'est assez impressionnant. La présidentielle de 1969, par exemple. Alors, 1969, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est la première élection après mai 68. Donc logiquement, mai 68 ayant été une crise dans laquelle la question de l'éducation a été centrale, ça serait assez logique qu'au présidentiel de 69, on parle de l'éducation. Pas un mot. Rien dans les débats, le débat des candidats au deuxième tour, les programmes, quelques banalités, dans les journaux. Non, ça n'a pas été le sujet au présidentiel de 69. Si on regarde un autre moment fort, 1980, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, où tout le monde parle de changement, là, le seul vrai débat fort qu'il y a eu, ça a été la lutte entre le public et le privé. Bon, et effectivement, c'est ça qui a coûté sa place à Alain Savary en 84. C'est là qu'il y a eu la plus grande manifestation de l'histoire pour la défense de l'école privée. Bon, la question de la pédagogie, de la démocratisation, au fond, non, on n'en parle pas. En fait, cette question ne revient vraiment dans le débat public, le débat politique, le débat des grands partis, qu'en 2007, avec la campagne de Nicolas Sarkozy, qui dénonce le pédagogisme et qui explique que pour lui, l'école doit être un lieu où les élèves se lèvent quand le professeur entre en classe. Bon, c'est de là que ça date. Ça se faisait très peu avant, et depuis 2007, maintenant, les élèves se lèvent beaucoup plus à l'école quand le maître rentre dans la classe. Et puis, c'est surtout en 2012 qu'on a parlé. En 2017, c'est revenu un peu. Bon, maintenant, c'est présent dans le débat politique tout de même. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été présent, alors qu'il y avait un vrai besoin d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on en parle peu ? Peut-être parce que, à gauche comme à droite, on a du mal à se construire ce qu'on pourrait appeler une culture partagée. En fait, est-ce que les grands partis, de gauche comme de droite, ont véritablement un projet pour l'école, une culture partagée ? Si on regarde à gauche, moi je trouve assez révélatrice cette citation du secrétaire à l'éducation du Parti socialiste. Alors, il faut rappeler que le Parti socialiste, ça a été le parti hégémonique sur la gauche des années 80 aux années jusqu'en 2017. Donc, c'est vraiment le parti qui a dirigé la gauche, qui a même monopolisé la gauche pendant une quarantaine d'années. Voilà ce que son secrétaire à l'éducation disait en 2002. En 2002, il disait « J'appartiens à une formation politique, le Parti socialiste, qui est toujours en recherche et qui n'a pas de philosophie achevée. » Alors, il faut savoir qu'en 2002, on sort de 21 années pendant lesquelles le Parti socialiste a été au pouvoir pendant 16 ans.
il a eu le ministère de l'Éducation nationale pendant 16 ans. Là, on sort de 5 ans pendant lesquels le Parti socialiste était au ministère de l'Éducation, avec Claude Allègre d'abord, puis Jack Lang après, entre 1997 et 2002. Il y a eu des luttes assez importantes, la démission de Claude Allègre, enfin, il y a eu des conflits. Et qu'en pense le Parti socialiste? Il n'a pas de philosophie achevée. Bon, je crois que ça interpelle quand même sur la difficulté à se construire une culture partagée. Si le secrétaire à l'éducation du Parti socialiste ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas ce que son parti veut sur l'éducation, bon, c'est que manifestement les choses sont particulièrement floues et qu'on manque d'un vrai projet politique. À droite maintenant, tout de même, il n'y a pas que le Parti socialiste, il y a aussi la droite. À droite, le problème, c'est qu'on est tiraillé entre deux tendances. La droite hésite. Elle hésite entre deux tentations. D'un côté, vous avez l'appel à la modernité et de l'autre, vous avez le rappel à l'ordre, je dirais. C'est les deux tendances de la droite. Alors, l'appel à la modernité, ça serait la tentation libérale. La tentation libérale, alors défendue par quelqu'un comme Alain Madelin, alors qu'on connaît peut-être un peu moins maintenant, qui a été maire de Vitré pendant très longtemps. Alain Madelin, qui a été vraiment une tête pensante de la droite des années 80 aux années 2000. Hein, vraiment quelqu'un de très influent, qui était vraiment le représentant du libéralisme en France. Et Alain Madelin a beaucoup parlé sur l'école. Et l'idée des libéraux, c'est d'ouvrir l'école à la société, d'ouvrir l'école particulièrement aux entreprises. Parce que c'est là que se construit la France de demain, et il est nécessaire de préparer les élèves à s'insérer sur le marché de l'emploi. On souhaite des écoles plus efficaces. Et d'ailleurs, les entreprises, elles savent ce que c'est que l'efficacité, puisque les entreprises, elles sont condamnées à l'efficacité, sinon elles meurent. Donc le modèle de l'entreprise, c'est un modèle qui pourrait être intéressant pour l'école. Il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les années 80, la droite défendait, alors des gens comme Alain Madelin justement défendaient ce qu'on appelle le chèque éducation. Le chèque éducation, c'est une idée qui est mise en œuvre dans certains États américains et qui a été défendue par quelqu'un comme Philippe de Villiers, par exemple, dans les années 90, qui était candidat à la présidentielle de 95. Le chèque éducation, c'est qu'on fait un chèque, l'État fait un chèque aux familles qui est d'une somme égale au coût d'un élève, enfin du nombre d'élèves que la famille a. Donc si la famille a un enfant qui rentre en seconde, bon, un élève de seconde, ça doit coûter à peu près 8 000 €, ben, l'État verse 8 000 € à la famille, et la famille utilise cet argent comme elle l'entend, du moment que c'est pour l'éducation de son enfant. Ça veut dire que les familles vont s'organiser à plusieurs et elles vont créer une école ensemble. Donc là, on est vraiment dans le libéralisme total. Ça a été défendu par la droite à une époque.